Quand la réalité dépasse la fiction. Ouais, c'est un beau dicton, ça. Mais pour cet épisode, je dirais plus quand la fiction devient réalité. On aurait tous aimé détenir un billet magique qui nous aurait fait entrer dans nos films préférés et rencontrer les personnages. Ben, un peu comme Danny Madigan dans Last Action Hero. Malheureusement, c'est impossible. Croyez-moi, je l'ai essayé plus d'une fois et ça n'a jamais vraiment donné de bons résultats. Bon, comment il faisait donc? Ça, faut shaker, là. Oh, ouais. Allez, Barry! Me voilà! Ah! Aïe, aïe. Faut marcher. Décidément, on ne peut y entrer. Mais on peut tout de même en ressortir nos personnages préférés. Et là, je parle pas du même procédé que dans le film Le Cercle. Ah! C'est ça qu'il y a du fun dans le film? Je suis trop fort. Je vous parle plutôt de life size, c'est-à-dire de recréer des personnages de films ou de dessins animés à leur grandeur réelle. Ben, un peu comme le Gundam réalisé au Japon. Gundam, Gundam, and Gundam. Bon, vous savez qui je parle, là? C'est où qu'on le met? Ouais. J'avoue, mon Yann, qu'avec ses 59 pieds de haut, ça prend un bon cabanon. Donc, nous allons rencontrer le créateur de Life Size, Yannick Odette, qui se spécialise dans la réplique de robots de Star Wars en MDF. Mais c'est pas tout! Il y a même des passionnés qui poussent la limite du Life Size à un autre niveau en recréant des répliques de droïdes fonctionnelles. Avouez qu'après l'épisode 7, on aurait tous voulu avoir un BB-8 qui nous suit partout où on va. Eh bien, mon deuxième invité, Stéphane Beaulieu, nous a rendu ça possible et bien plus encore. Bref, je vous laisse rêver avec mes deux bons chums, Yann et Steph. Ça a l'air d'être parti, Yann. Je pense qu'on peut ramener la télé. Hey, Steve! C'est chill, man? Ben oui, mon Steve! Hey, ça te dérange-tu si je t'en prends ça? Steve? De quel univers es-tu fan? Attends un peu que j'y pense. Star Wars. Plusieurs, je dirais, mais bon, Star Wars veut pas. L'âge que j'avais 7 ans lorsque le premier film est sorti, donc je suis allé au cinéma, je l'ai vu avec mon père. C'est sûr que ça m'a marqué. Moi, j'ai connu Star Wars au Retour du Jedi. J'ai pas connu ça avant. Mes parents étaient pas fans de cinéma, donc ça a comme passé free. Plus tard, je dois dire, même si je vais me faire détester, que j'aime quand même Star Trek. C'est pas compliqué, je suis un gars de science-fiction, j'aime ça, j'aime rêver, j'aime voir le futur. C'est pas mal ça qui m'amène là-dedans. J'ai découvert Star Wars par rapport à des amis qui jouaient avec des figurines quand on était jeunes. Je trouvais ça intriguant sans savoir c'était quoi. Puis je suis comme tombé en amour avec ça. Voilà. Comment as-tu commencé la création de droïdes? J'ai commencé par fabriquer le corps d'un R2-D2. J'ai toujours voulu avoir un R2-D2. Mais là, la famille embarquant, j'ai les enfants, tout ça, j'ai mis de côté, je l'ai mis dans le garde-robe. D'ailleurs, je l'ai encore, puis je l'amenais à des Comic-Con. Il n'est pas terminé. Est-ce que je vais le terminer un jour? Probablement pas. Ça a trop évolué. Comment j'ai commencé le Life Size? Ben, je vais dire, c'est lui le coupable. J'avais acheté cette figurine-là début des années 2000. Puis je le trouvais vraiment très détaillé par rapport aux figurines normales de 3 pouces 3 quarts. En le regardant de plus en plus, je me suis dit, peut-être que ce serait le fun de le faire à grandeur réelle. Ensuite est arrivé épisode 7. Depuis quelques années, j'avais commencé l'impression 3D. Il sort des plans de BB-8 en 3D, tout ça, on est sur des forums. Là, j'ai fait, OK,
c'est probablement à ce moment-là qu'il faut que je mette mon imprimante à contribution puis faire de quoi pour de vrai qui va servir, au lieu de fabriquer juste des petits bonhommes ou n'importe quoi qui sert à rien, là. Fait que c'était là l'élément déclencheur. Fait que dans les semaines suivantes, j'ai commencé à faire le plan. Et j'ai commencé à le fabriquer. Vu que j'avais bien réussi, en tout cas à mon point de vue à moi, l'année d'après, c'était tout le temps comme un nouveau projet. Pendant l'été, je fabriquais le robot. Pendant l'hiver, je pensais au deuxième projet, et ainsi de suite. Au début des années 2000, tu as commencé? Ouais, le premier, dans le fond, IG88, 2001, l'été 2001. Ouais. Fait que ça va faire 20 ans cette année que je fais du life size. Comment tu choisis ton personnage que tu veux créer? J'aime avoir un droïde que c'est pas tout le monde qui a non plus. Simplement, j'ai le déclic pour ce personnage-là, donc je décide de le faire, tout simplement. Mais de dire, OK, mes chums ont des R2, de très beaux, je pense à David, Alex, puis Fred, qui ont des super beaux R2. Attends un peu, Steph. Je connais quelqu'un d'autre qui a un beau R2. Lui, il est 100% fonctionnel, il parle, il roule. C'est cool, les réactions sont super positives. Les réactions dont Jonathan parle, ce sont celles de ses clients qui viennent visiter son entreprise Arobase, qui est entièrement décorée aux couleurs geek. Bref, on en reparle lors de l'épisode 11. De retour à toi, Steph. Ils ont leur droïde, puis moi, si j'ai mon BB-8, c'est correct. J'ai une autre sorte. Là, j'ai fait Chopper. Ah, désolé encore de t'arrêter, mais tu m'avais parlé de BB-8 plus tôt dans l'entrevue, et c'était vraiment intéressant. Rewind the footage, please! Mon anglais est écœurant. BB-8, c'est ta première réalisation. Complète, oui, effectivement. C'est le premier que j'ai fait. C'était un gros projet que j'ai travaillé avec Kerry Christie aux États-Unis. On était 6 mois sur le projet, sans même jamais se rencontrer, sans même se voir. Lui, il a fabriqué la mécanique, j'ai fabriqué l'électronique et la programmation. Et on s'est vu pour la première fois à Star Wars Celebration à Orlando. Puis c'était comme si on se connaissait depuis toujours. C'est une belle amitié qui a commencé à ce moment-là, qui va probablement durer pour toujours. Je me suis fait dire que tu avais créé le premier BB-8 fonctionnel. Écoute, participer à la création, oui. De l'avoir ici à Québec au Comic-Con, oui, avec tous les problèmes qui venaient avec. Une journée fonctionnelle, la main marchait plus, briser des cerveaux. C'est pas une mécanique qui est facile à tenir fonctionnelle. C'est beaucoup d'ajustements, beaucoup de taponnage. Mais pour dire qu'on a créé le premier BB-8 fonctionnel et réplicable. Donc oui, on peut dire qu'on était un des premiers fonctionnels pour le club des BB-8 Builder. Toi, Yann, t'aimerais pas ça faire de l'animatronique? Faire C3PO de la manière que je fais mes robots, ce serait impensable. Les unités astromécano, je laisse ça justement à du monde qui sont dans le club. Je les laisse aller. Moi, je vais me concentrer plus sur des robots qu'on voit des fois juste une couple de secondes dans un film. Puis toi, Steph, faire du life size, ça te tenterait-tu? J'ai fabriqué une coupe de tête de life size. Je vais peut-être m'y mettre un petit peu plus à en faire. Mais encore là, moi, je vais me partir de plans. Je vais les imprimer en 3D. Yannick, il part de sa tête. Je ne serais pas capable de le faire de la manière qu'il le fait. Tu vas chez eux, tu vois ces différents robots, puis OK, ça c'est le premier, le deuxième, le troisième, tu vois l'évolution puis la qualité qui augmente tout le temps. Quand je suis allé chez eux, ça doit faire 12-13 ans la première fois. Non, j'ai dit 12-13 ans, c'est pas vrai pantoute, 20 ans. Il s'est fait une table en vitre avec un do-back, les Sandtroopers puis la petite navette avec du sol, transparent. Je capotais. Son rangement compact disque, il a demandé de installer une Carbonite, tu sais. J'ai fait « Wow, bonne idée, tu sais. » Fait qu'il était, là, 20 ans, il était déjà imaginatif. Tu sais, il n'a jamais eu besoin du 3D ou quoi que ce soit. Lui, il fabrique de ses mains, puis c'est magnifique ce qu'il fait, puis il a du talent. Mais j'aimerais ça que plus de gens puissent voir ce que Yannick fait. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un a fait appel à tes services pour une création qu'eux autres avaient pensée? Oui, ça l'a justement arrivé. Justement encore mon ami Stéphane. Bon, rendu à ce point-ci, vous aurez compris que les deux se connaissent très bien. Mais la Geek Nation, là, c'est comme un gros village. Tout le monde se connaît. J'ai dit, hey, moi, j'aimerais ça avoir une tête de Mando. Puis Yannick, il avait une tête de bœuf accrochée au sa clôture. Mais j'ai dit, comme ta tête de bœuf, mais mettre ça au-dessus de mon foyer.
Donc, j'ai dit, oui, laisse-moi le temps de faire un plan. Il m'appelle, genre, quasiment une semaine après. « Hey, ta tête était prête. Hein? » Donc là, on va voir ça. On a fait « Wow, malade. » Puis suite à ça, ben j'ai eu d'autres demandes. J'en suis fier parce que j'encourage quelqu'un qui me tient à cœur. Salut gang, bienvenue à mon Geek Tour. Pour commencer, la pièce de mon chum Yann, c'est elle. Elle a une place de choix dans mon salon. Venez-vous-en va. En arrière de toi, Steve, on peut voir où que je fabrique mes droïdes. Donc, c'est sur le gazebo que là, sur les trottoirs, je m'installe là. Fait que c'est pour ça que je dis que je peux pas travailler un coup que le froid pogne à l'automne, c'est impossible. Je suis pas une grosse collection, je suis pas un gros collectionneur. Je fais beaucoup plus de droïdes, mais je fais quand même quelques petites choses. Ma petite collection, j'essaie de rester dans les droïdes le plus possible. Fait ici, on a K2SO de Rogue One. Ici, on a le IG-88. Ça, c'est vraiment la première pièce que j'ai fabriquée. On a le bras de Wampa. On a Chopper qui est en bas là. Très fier du résultat final. Le waitering que Steve Sévigny a fait, il est écœurant. Mon petit rig de Bitcoin, ça sera une autre histoire plus tard, on va être une autre émission. BB-8, ceux qui ont été dans les conventions l'ont déjà vu. Les aimants. À l'intérieur, j'ai les aimants aussi. Ils s'attirent, des roulettes. Et ça dessus, la tête, elle peut rouler. Présentement, le moteur n'est pas à l'intérieur, c'est pour ça que la tête ne restera pas dessus. Fait que ça, c'est ma pièce en tant que telle, mon petit musée personnel. Fait que comme je disais que je manque de place, je vous comptais pas de m'entrer. Fait qu'ici, on a 8D8 qu'on voit au palais de Jabba. Le Dianoga qu'on voit dans le Trash Compactor. La fameuse maquette qu'on parlait tout à l'heure sur Tatooine. On s'en va vers l'atelier. Imprimante 3D qui est là. J'ai séparé toutes mes pièces. C'est facilement retrouvable, mais je me perds tout le temps pareil. L'impression que j'ai faite avec cette nouvelle imprimante-là, vraiment la qualité assez incroyable. L'armoire pour récupérer l'espace. On a fait un armoire de rangement assez aidé. En faisant un bas-relief assez léger, mais ça permet d'ouvrir la porte. Nouveau projet pour cet été. Ça s'en vient, il va être vraiment motorisé, tout terrain. C'est ici que je travaille mon électronique, l'intérieur de BB-8. C'est ça ici qu'on a. Tout au niveau de la tête, la rotation gauche-droite. Avance, recule, droite, gauche. Puis ici, on a des moteurs qui avancent, qui reculent pour faire avancer la boule, bien entendu. C'est le même principe qu'un vélo. C'est drôle à dire, mais pour tourner, il va utiliser la gravité, puis il va changer son centre de gravité pour tourner comme un vélo. Du mode on, fait que lui, c'est la version que j'ai faite pour 3 pouces 3 quarts. J'ai bien aimé mon expérience, donc j'ai refait la même chose, mais pour le 6 pouces, tout en MDF et latex, pour donner l'aspect laineux du pelage. Télécommande que j'utilise pour BB-8, modification au niveau des joysticks pour avoir la rotation de la tête, rotation du corps. Pour Chopper, c'est que j'ai ajouté des boutons qui me permettent de contrôler différentes fonctions. D'autres imprimantes 3D. C'est à peu près ça. C'est mon petit chez nous. On vient ici, on regarde ça, puis ça nous fait penser à des futurs projets. Toujours les futurs projets. C'est ce qui nous tient à vie. Parle-moi donc de Chopper. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Chopper? Rebels, l'émission, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas écouté, puis ils se demandent, devrais-tu l'écouter? La première saison est un peu so-so, mais Chopper reste un personnage qui est attachant dès le départ.
Mais un coup, plus les saisons avancent dans Rebels, là, ça se met en place, puis c'est meilleur. Fait que ça reste du très, très bon Star Wars. Tout ça a fait que Chopper est un personnage attachant, il est drôle, il est grumpy, quasiment il a été ramassé d'une dompe, puis il est refait avec des pièces. Puis c'était ça qui a fait comme, OK, ouais, ça me prend lui. Les gens, tranquillement, pas vite, commençaient à faire des cosplays des différents personnages de Rebels, donc il y avait un engouement. Chopper, je le vois aller, il n'y a pas personne qui l'avait vraiment. Je dis, OK, c'est beau, on part dans celui-là. J'aime son air bourru, il est drôle, tu sais, c'est un... Puis même, là, j'envoie les sons, là, puis... Il y a R2-D2, ça reste un icône. Puis là, Chopper est arrivé, puis il a tiré son épingle du jeu, comme BB-8 a tiré son épingle du jeu aussi. C'est pas lancé, ça, Chopper. Puis là, t'arrives à la fin, comme je disais, le weathering. Bon, laisse-moi t'arrêter un instant, Steph, parce qu'on entend souvent ça, hein? Le weathering. Mais c'est quoi ça, le weathering? Eh bien, c'est assez simple. C'est une technique de peinture souvent utilisée au cinéma qui consiste à salir ou à user un objet, un décor, une armure, un droïde ou même des vaisseaux. Comme mon Slave One de 1996. Vous voyez? Ça, là, c'est du weathering. Bah, on va se le dire, là, le Faucon Millennium de Jeff Bérard est pas mal mieux fait. Comme je disais, le weathering est fait, il est mis en place, puis là, tu retrouves ton personnage. D'ailleurs, Michael Badley, le gars de l'Angleterre qui a dessiné les fichiers 3D, j'ai envoyé la photo, il dit « OK, il dit, c'est un des plus beaux que j'ai vu, qui est le plus ressemblant à l'émission. » Fait que, bon, regarde, quand tu te fais dire ça par le créateur, mission accomplie. Peux-tu m'expliquer les étapes de création? Ça va dépendre du droïde. Première des choses, il faut que j'aie un coup de cœur pour le personnage. Ensuite de ça, j'étudie le personnage grosso modo. Je vais faire un plan sur du carton à la bonne échelle, tout découper mes pièces. Ensuite, je passe en quincaillerie chercher les matériaux que j'ai besoin. Moi, j'utilise beaucoup le MDF. Si tu décides de faire un R2-D2 aluminium, full aluminium, il y a des étapes, mais il y a des coûts aussi qui ne seront pas le même prix qu'une impression 3D. Ah, les imprimantes 3D. C'est un gros sujet, ça, dans le monde du geek. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bah, à chacun ses goûts. Hein, mon Yann? Non, j'utilise rien de 3D. Tout est fait À la main. Je me ferai pas aimer du monde qui font du 3D, mais je trouve peut-être un peu trop facile. Enter, tu mets du fil dans la machine. À la main. C'est pas vrai que tu pèses sur Start puis ça marche, non. Non, il faut que tu le maîtrises. Tu vas imprimer 10 morceaux, puis là, au 11e, il n'y a plus rien qui fonctionne comme il faut. Tu dois recalibrer. Le filament, il peut avoir une graine dedans, que à la fabrication, ça vient de boucher ton nozzle. La sortie est de 0,4 mm. Fait qu'une petite graine, ça vient bloquer. Ben, tu débouches, puis tu recommences, tu nettoies ça, tu remontes, tu repars. Ben, tu viens de perdre quelques heures d'impression. Tu dois t'y mettre. C'est un peu comme apprendre à te servir d'un outil pour travailler, n'importe le bois ou n'importe quoi. Il faut que tu mettes du temps à maîtriser ton outil. C'est le même principe. Finalement, c'est pas aussi facile qu'on le pense, hein? Bon, on retourne à nos étapes de création. Ensuite, un coup que ça qui va avoir été imprimé, c'est sûr qu'il faut que tu viennes toute l'assembler. Je retransfère toutes mes pièces que j'ai faites sur le plan, en carton, sur le MDF. Je découpe tous mes morceaux. Autrement dit, c'est comme un casse-tête. Puis l'électronique. Puis ça, l'électronique, ça reste quand même de quoi que les gens ont beaucoup de misère. Souvent, ils vont essayer de reproduire ce qui a déjà été fait sans avoir la compréhension. C'est normal, là. C'est pas tout le monde qui est en électronique, en informatique. Ça peut être des questions de masse, de ground, de power, de drop de courant. Il y a name it, il y a n'importe quoi. Puis un droïde ne réagit, même s'il y a le même électronique, ne réagira pas de la même manière qu'un autre. Tous les morceaux sont faits une à une, assemblés une à une, peinturés, donner le rendu, l'aspect vieilli, sale, crasseux de l'univers Star Wars. Fait que c'est un peu comme ça que je procède. Puis garder un schéma aussi, ça c'est important. Là. La mémoire à l'oubli. Dans mon cas, c'est régulier que j'oublie bien des choses, fait que je suis mieux de le marquer parce que c'est sûr que je vais l'avoir oublié. Qu'est-ce qui est le plus difficile
C'est pas vraiment de le faire qui est difficile. Des fois, c'est de trouver la bonne pièce. Faire le withering, pour moi, c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas moi qui le fais. Comme quand j'ai fait 2-1B. 2-1B, il y a le corps comme transparent. Donc, ça a été de trouver la feuille de plastique flexible pour pouvoir faire le corps. Finalement, c'est un bac de rangement que j'ai pris chez Walmart. Pour Chopper, c'est Steve Savigny qui l'a fait. Moi, faire la peinture de base, aucun problème. Il n'y aura pas de défaut dedans. Mais quand arrive le withering, avoir cet œil artistique-là, ça, j'ai pas ça. Oui, il y a des morceaux plus compliqués, surtout les morceaux qui vont tenir une structure, donc il faut qu'ils soient vraiment solides. À part ça, je pourrais pas vraiment dire. Qu'est-ce qui te plaît le plus de ta discipline? Ben, on dirait que c'est de se rapprocher le plus possible du film. De voir à la fin que tu l'as tout monté, là, tu vois ton produit presque fini, que là, il prend forme, les mouvements commencent à apparaître. Ouais, je pense que c'est ce bout-là. Quand j'étais jeune, j'aurais vu quelque chose comme ça, j'aurais été émerveillé. Les gens le voient pour la première fois, ils font « Ben voyons donc, c'est donc ben hot. » T'es fier de toi d'avoir réussi à monter ça, oui. C'est ce bout-là, je pense, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça vient de prendre vie. Là, on retrouve le personnage. Quelle est ta création favorite? Ben écoute, aujourd'hui, je dois dire Chopper. Oh non, je suis encore mi-figue, mi-raisin, là. J'aime encore BB-8 parce que j'en ai tellement mis d'ouvrage là-dessus. Chopper, il est nouveau, il est le fun. BB-8, il a pris un peu le côté, mais BB-8 reste, je pense, ma meilleure création à date, là. Ma création favorite? Ben, j'ai un dilemme. General Grievous, que j'ai mis vraiment beaucoup d'heures et que je suis très satisfait de mon rendu. Et aussi ma deuxième version de Imperial Probe Droid. C'est vraiment les deux morceaux que j'aime le plus. Quelle fut la plus compliquée à réaliser? BB-8, ça c'est sûr et certain. Ça n'a rien à voir avec la complexité parce qu'on partait de quelque chose qui n'existait pas, là. Et qu'il a fallu qu'on invente ça, c'était vraiment beaucoup plus complexe que Chopper. La plus compliquée, je dirais Grievous, par rapport aux jambes qui sont comme en porte-à-faux, c'est comme une jambe arrière d'un chien. Il a fallu qu'il y ait aussi que je la mette plus forte que d'habitude, justement à cause de la configuration de la jambe. Donc il y a comme une partie de métal à l'intérieur de la jambe qu'on voit pas pour donner beaucoup de rigidité. S'il n'y aurait pas de métal à l'intérieur, probablement que ce serait une pièce qui aurait voulu peut-être s'affaisser avec les années, et ainsi de suite. Tout était un casse-tête, finalement, quand j'ai fait ce personnage. J'ai commencé par la tête, je me suis dit, je vais commencer par la tête. Si je réussis bien la tête, je continuerai ensuite. Puis, c'est ça, je me suis rendu jusqu'à la fin. Quelle est la plus belle création animatronique que tu aies vue? Chris Lee, son C3PO qu'il avait fait pour Star Wars Celebration à Chicago, c'était hors du commun. Il était un step au-dessus de tout le monde dans ce qu'il a fait. Écoute, même Anthony Daniels, il n'en revenait pas de ce qu'il voyait sur moi. Fait que oui, c'était hors du commun. Dans tes créations, laquelle est la plus volumineuse? Le deuxième Probe Droid. Mais il y a aussi le Droid Destroyer, de la manière qu'il est construit, une boule centrale avec les trois pattes. Il prend quand même beaucoup de volume dans une pièce. Mais ouais, ces deux pièces-là sont quand même assez importantes en frais de dimension. Ouais. Est-ce toujours des personnages de Star Wars ou tu en as fait également de ton imagination? De mon imagination, non, je suis pas rendu là encore, mais c'est pas juste du Star Wars. En 2006, j'ai fait l'avant-bras du T-800 de Terminator. Mon chum Matt, en Alabama, lui, il a fabriqué un Wall-E. Puis là, il avait besoin d'un système de contrôle. Ça fait qu'on a travaillé ensemble là-dessus. Fait que là, c'est là que j'ai touché à Wall-E, mais je l'ai pas imprimé, je l'ai pas fait. Je préfère refaire ce système-là, qu'il soit meilleur, puis que les gens puissent l'utiliser pour le robot. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il va pouvoir être utilisé pour des R2-D2, des choppers. D'ailleurs, c'est ce système-là que j'ai dans mon chopper. L'autre, c'est le facehugger de Alien. Ouais. C'est dans les seules pièces qui sont pas reliées à l'univers Star Wars. J'ai comme
plus tourner ma fabrication de droïdes vers le développement d'électronique pour les droïdes. Est-ce que ça serait quelque chose qui t'intéresserait de créer un véhicule? Oui, ça m'a été demandé à une couple de reprises et je dis pas peut-être l'été prochain un speeder bike ou quelque chose comme ça, éventuellement, mais après ça, c'est où qu'on le met. Fabriquer un véhicule, ça serait super. L'espace, par contre, que ça prend, ça serait moins drôle. Là. On aurait toujours rêvé d'avoir un petit land speeder, là. Ça c'est sûr et certain. Puis peut-être aussi en équipe avec une autre personne. Parce que des fois, un projet qui est trop gros, des fois, tu peux comme te décourager, je dirais. L'effort et l'argent, là, des fois, c'est un bon bloquant. Là. Ça serait quoi ta prochaine création? Probablement IG-11. Peut-être un IG-11. J'attends d'avoir un modèle pour pouvoir faire un beau plan parce que présentement, IG-11, j'ai juste des photos. Donc, pour faire le plan, faut que j'aille quelque chose en 3D pour le mesurer. J'en ai un qui est en cours. Écoute, c'est pas aussi gros que Chopper, mais un petit droïde d'été. Un drink bot. Il va servir nos drinks cet été. Sinon, si IG-11, je réussis pas à faire le plan, je vais faire FX7. Vu que j'ai déjà 2-1B, le médecin des rebelles, je ferai le helper. On sait jamais aussi qu'est-ce que les nouveaux films vont nous apporter. Les nouvelles émissions, les nouvelles séries, va-tu avoir des nouveaux droïdes? Tout ça nous amène de nouvelles idées, ça c'est sûr et certain. Quel serait ton saint gréal de création? Pas de limite. Un C3PO fonctionnel, ça pourrait être un méchant projet qui pourrait aller très bien. Là. Je le vois à côté d'un R2D2, puis C3PO qui est là, puis qui bouge, qui fait son greeting. Ouais, ça pourrait être le Saint Graal. Le Slave One, le vaisseau de Boba Fett. Malgré que le Razor Crest, ça aurait été aussi un beau projet. Il a été fait dernièrement par un gars en Russie, par exemple. Mais ouais, ce serait deux véhicules qui auraient été bien le fun à faire grandeur réelle. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire toutes ces créations-là? Du fun. Satisfaction, le sentiment d'avoir créé quelque chose. Je décroche, je m'en vais dans mon atelier, je bricole, je sors de là, tout va bien. Je ferais ça tout le temps. Belle satisfaction d'un devoir accompli, si on peut dire devoir, mais ouais, une fierté, une bonne fierté. J'ai commencé à collectionner G.I. Joe, je dirais, depuis que j'ai 8 ou 9 ans. Quand on a déménagé, puis là, G.I. Joe sur une boîte, G.I. Joe sur 2 boîtes, G.I. Joe sur 3 boîtes, en fait, c'est moi, papa, t'es-tu en train de commencer à collectionner du G.I. Joe? D'écrire en peu de mots, c'est difficile, mais c'est du bonheur, de l'aventure puis de l'imagination.